Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain. Ma promesse, c'est d'arriver à dégager au minimum 50 000 € de marge chaque année pour pouvoir tout simplement en vivre et avoir un petit peu plus de temps pour ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors sur mon Instagram @unevie-de-liberté. C'est là où je suis le plus présent. Si vous avez envie de venir me parler en DM, n'hésitez pas. C'est là où vous pouvez me trouver. Il y a même des stories travaux dans les stories à la une où vous pouvez voir la division foncière en action, des pelleteuses qui creusent, des lotissements. Bref, c'est vraiment pas mal. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, dans lequel nous partons à la quête de tout ce qui nous permet d'avoir une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce que il faut un peu d'argent pour être libre quand même, mais surtout, et on va le voir encore aujourd'hui, surtout dans la tête, puisque si on n'est pas libre dans la tête, c'est compliqué d'être libre tout court. Je voudrais commencer ce podcast comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Alex, Manu, Thibaut, Jérôme, David, Candice, Michael, Quentin, Philippe, Antoine, Nadège, Cyril, Tristan, Élise, Vincent, Xavier, Yasmine, Charles, Clément, Caroline, Xavier, Sam, Thomas, Olivier et Florian. Un grand merci à vous tous. C'est toujours un plaisir chaque semaine de lire vos messages. Ça permet de faire vivre le podcast et voilà, ça me permet de faire vivre la première rubrique du podcast où on revient un petit peu sur le podcast de la semaine dernière. C'est super important. Donc un grand merci à vous tous. Nous sommes 566 sur YouTube. On approche tout doucement, on est passé de la deuxième moitié pour arriver jusqu'à 1000. Le but, ça reste quand même d'arriver à 1000 sur YouTube, ça serait vraiment incroyable. On est 379 sur SoundCloud, un grand merci à vous tous. Et sur Apple Podcast, on en est à 142 notes 5 étoiles, voilà, j'y arrive. Donc ça, c'est vraiment génial à vous. N'hésitez pas, si vous voulez m'aider, si vous voulez soutenir Une vie de liberté, à mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, si vous avez un iPhone, et une petite note aussi, voilà, un petit commentaire, ça permet de référencer le podcast, et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, un grand merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter les épisodes. Ça permet de référencer le podcast parce que les podcasts, c'est pas facile à référencer, donc ça fait du bien, en tout cas. Donc voilà, et écoutez, on va faire les petites news. Les petites news, c'est que ça y est, c'est le dernier podcast de 2020. 2020, une année quand même, comment dirais-je, assez spéciale. Alors on va le voir aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être toutes mes leçons de 2020, un peu plus que ça, mais on va avoir le temps d'en parler. Et ça a été une année vraiment bizarre, on va dire, et pour moi elle a été assez incroyable, il s'est passé énormément de choses, malgré le Covid, malgré le fait qu'on ait été confinés, qu'on ait été un peu privé de liberté. Donc voilà, dernier podcast de l'année, on va fêter ça ensemble. Et en plus, c'est bientôt mon anniversaire, justement, donc le 30 décembre, j'aurai 39 ans, voilà. 2 jours de répit avant de rentrer dans l'année de la quarantaine, donc c'était vraiment l'heure du bilan, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant ça, justement, petit retour sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, c'était « Comment faire quand notre entourage ne nous soutient pas ?» Puisque c'était une question qui m'avait été inspirée par un message de Victorien qui en chiait bien avec ses proches, et voilà, vous avez été nombreux à écouter le podcast et nombreux à commenter. J'ai sélectionné 4 commentaires. Le premier, c'est celui de mon pote Charles que je connais très bien, qui me dit « Salut, je confirme qu'il faut savoir se couper de son entourage pour pouvoir avancer. Il faut aussi bien comprendre et accepter que nous devrons nous séparer de certaines personnes néfastes tout au long du chemin et les remplacer par d'autres personnes entreprenantes. C'est comme ouvrir les yeux dans un autre monde avec des personnes d'un autre genre. On le répète, mais l'importance de son entourage est primordiale. Ça fait maintenant 1 an qu'on se connaît, mon Tony, et tout ce que tu apportes m'a fait grandir et évoluer, ainsi qu'à toute cette communauté. Continue comme ça. »
Bah, merci beaucoup à toi, mon pote. Et tu m'as fait aussi beaucoup évoluer, puisque Charles est investisseur confirmé et très très rigoureux. Et voilà, c'est très inspirant, la façon dont il aborde ses projets, c'est très carré et très très intéressant. Et ouais, bah, Charles a tout à fait raison, hein. Quand on lit son message, il faut pouvoir accepter parfois qu'il faudra se séparer de certaines personnes néfastes. C'est le plus dur quand on démarre parce que voilà, on a envie, on est tellement content qu'on a envie de convaincre tout son entourage. Et il y a des gens qui ont juste pas envie d'être convaincus. Et ça, il faut le respecter. On peut pas reprocher à notre entourage de ne pas nous soutenir et d'essayer de nous convaincre qu'on a tort. Et nous, dans le même temps, essayer de, voilà, de les convaincre que c'est eux qui ont tort. Ça aurait aucun sens. Donc, je le disais un peu dans le podcast la semaine dernière, mais il faut avoir cette indulgence que les autres n'ont pas, en fait, de les laisser tout simplement au niveau où ils ont envie d'être, sans être péjoratif, sans aucun jugement. Juste les laisser là où ils ont envie d'être, tout simplement. Et voilà, se contenter en tout cas nous, de bosser, de réussir, d'avancer vers là où on veut aller. Et c'est par nos actes et par la façon d'être et la façon de vivre qu'on aura que peut-être on en inspirera quelques-uns parmi eux. Mais faut même pas chercher ça en fait. Et ce que je retiens surtout dans le message de Charles, c'est qu'il y a un moment où il faudra peut-être accepter de laisser certaines personnes derrière soi, en tout cas les personnes qui sont néfastes, celles qui sont vraiment négatives, on ne pourra rien faire pour elles tout simplement. Voilà, on a aussi un message de Sam Sam, un message que j'ai bien aimé parce il est extrême. Sam Sam qui dit sur YouTube: Salut, ce podcast tombe à pic. J'ai quitté la fonction publique, le Graal du pauvre, pour me retrouver au chômage après avoir emprunté pour 2 projets. PS, bien sûr, j'ai divorcé avant d'emprunter, ça m'a retardé un peu, lol. Il faut éviter les gens toxiques et bien sûr ne pas parler de ces projets entre le mauvais œil et le parasitage. Je viens d'atteindre le sommet de la folie en vendant mon premier achat pour faire une plus-value de 50 000 € et me retrouver SDF. Dormir sur un matelas à Saint-Étienne dans le projet numéro 2, quand on a 50 000 € devant soi, ça fait pas rêver. Mon ex, encore elle, me dit que je suis irresponsable de prendre de tels risques, etc., etc. Objectif 2021, division d'une parcelle, mais simple revente du 2e projet. Si j'ai le courage, pourquoi pas construire une des parcelles pour doubler la plus-value. Bon, je m'égare, en tout cas tu fais partie de ces amis virtuels qui comptent. Signé le 101e abonné, on se croisera un jour, j'espère, bonne fête. Bonne fête à toi, Sam Sam. Bon bah ouais, ton message il est vraiment extrême, hein. Aller jusqu'à revendre sa RP sans rien avoir et dormir sur un matelas dans son nouveau projet locatif. Bon bah voilà, t'as quand même engrangé une plus-value de 50 000 € au passage, ce qui n'est vraiment pas négligeable pour commencer à faire grossir sa boule de neige et avancer. Et voilà, parfois, j'ai pas toute ton histoire, mais entre le génie et la folie, il n'y a qu'un pas, hein, et parfois ça peut basculer du mauvais côté, ça peut arriver, mais souvent, et quand on s'entoure bien, et quand on avance, et c'est ce que tu as l'air de faire, parce que voilà, tu viens d'emprunter, tu t'avances dans tes projets, et ainsi de suite, donc on est récompensé, souvent. Et voilà, au début, il faut prendre des risques, ça peut choquer, ça peut faire peur, mais en tout cas, quand on a une voie, qu'on a envie de la suivre, et que c'est important pour soi, voilà, on peut écouter tous les autres et puis finalement se ranger à leur avis et au final on n'aura pas vécu la vie qu'on voulait vivre et c'est peut-être un peu dommage. Donc voilà, toi en tout cas, je pouvais pas trouver un meilleur exemple de détermination et de foncer dans ses projets coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc force à toi, Sam Sam, et ne lâche rien en tout cas, voilà, 50 000 € de plus-value c'est beau et je pense que tu es bien parti pour la liberté en tout cas. On a aussi un petit commentaire de Yasmine. Yasmine qui me dit: le premier conseil pour ceux qui débutent, ne dites rien et faites votre chemin. Trouvez-vous des cercles d'investisseurs, des mentors virtuels via la vidéo ou podcast, etc. pour avoir du soutien. Ouais, c'est simple et efficace. C'est exactement ça en fait, hein. Quand on débute, quand on a envie d'avancer, on a cette fougue, on a tellement envie d'en parler. Et c'est bien d'en parler aussi, en tout cas à ses proches, ou si vous êtes en couple, d'en parler à votre conjoint, ça me paraît quand même assez important au départ. Mais voilà, si après on sent que derrière il n'y a pas de répondant, ou que le répondant qu'il y a, c'est pas pour justement vous protéger ou vous mettre en garde par bienveillance, mais c'est plus en tout cas de la jalousie ou du panier de crabe, quoi. Vous retirez vraiment, vous remettre dans le trou duquel vous essayez de vous sortir, c'est pas la peine. Et justement, le meilleur conseil, c'est ça, hein. Cercle d'investisseurs, même mentor virtuel. Moi, je sais que j'ai fait ça pendant des années, de suivre énormément de vidéos YouTube
pour me faire mon entourage virtuel, parce que j'avais pas beaucoup d'investisseurs autour de moi, et ça m'aidait mais vraiment énormément. Donc je trouve que ça c'est un conseil vraiment en or. Et on a un dernier message d'Alex. Alex qui me dit « Hello Tony, j'écoute ton podcast depuis plusieurs semaines déjà quand je fais mon running matinal et je peux te dire que celui-ci m'a particulièrement impacté. J'ai même pris le temps de me créer un compte SoundCloud pour soutenir le podcast. Ça, c'est cool. » Merci Alex. J'ai été dans cette situation où j'essayais de faire comprendre aux autres que ce que je faisais était vraiment ma manière de vivre libre. Mais à force de se heurter à des murs, on comprend vite qu'on ferait mieux de garder son énergie pour ses projets et se focus à 110% dans ce qui nous fait vibrer. 110%, on voit la petite déformation immobilière. J'ai énormément fait de tri dans mon entourage afin de fréquenter le plus souvent les personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, et on peut dire que c'est bénéfique. En tout cas, continue comme ça à inspirer du monde avec ton podcast, et joyeuses fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir, hein. Je le dis au début du podcast, mon intro elle fait marrer, mais c'est vrai, c'est un plaisir pour moi de partager tout ça, toutes mes réflexions avec vous, et donc non, je continue, je continue. Et exactement, de toute façon, je peux pas bien mieux dire que ton message, mais ce que je retiens surtout, c'est que voilà, à force de se heurter à des murs, c'est de l'énergie qu'on dépense en fait. Et ça, faut arriver à comprendre que c'est ce qui vous coûte le plus. Là, Alex nous dit, on fait mieux de garder son énergie pour ses projets et se focus à 110% dans ce qui nous fait vibrer. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment, tout est là-dedans. Chaque matin où vous vous levez, vous avez un stock d'énergie défini. Et ce stock d'énergie, vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez. Si vous le mettez à essayer de convaincre vos proches ou à essayer de faire fonctionner des choses qui ne fonctionnent pas autour de vous, dans votre entourage, c'est de l'énergie perdue. Et à la fin, le peu qui vous reste, vous le mettez dans vos projets. Si vous décidez d'investir ce stock d'énergie à fond dans vos projets, c'est du temps de gagner, c'est de l'énergie gagnée, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Tout ce qu'on met à essayer de convaincre des gens négatifs, oui, à essayer de, investir de l'argent dans des pompes à énergie, on le voit, hein, j'en avais parlé dans un podcast, mais il y a des gens autour de vous, quand vous avez discuté avec eux, vous vous sentez revigoré, comme par exemple exactement quand vous passez du temps en séminaire immobilier, pendant les 2-3 jours après, vous êtes galvanisé, vous avez capté énormément d'énergie, et ça c'est bon. Et on a d'autres gens autour de nous, les gens négatifs, vous allez discuter 20 minutes avec une personne négative, vous êtes complètement déprimé, cette personne elle vous a pompé votre énergie, et c'est de l'énergie qui vous manque pour vos projets. Quand on veut réussir, on voit bien vers quel genre de personne il faut se diriger, quoi. Il faut essayer de conserver son énergie au maximum pour ses propres projets, et après aller investir à bloc notre temps dans les projets qui nous intéressent, quoi. Clairement. Et voilà, on a fait le tour des questions, des réponses au podcast de la semaine dernière, et je vous propose de passer au sujet de la semaine. Alors le sujet de la semaine, ce sera mes leçons de 2020, voilà. Moi, chaque fin d'année, en fait, entre Noël et le jour de l'an, je profite de ces quelques jours là où, en général, on est tout le temps en vacances, c'est assez cool, on a plus de temps pour soi, pour faire en fait le bilan de l'année écoulée. Donc c'est chaque fin d'année, ça implique que, bien sûr, en fin d'année, je prépare les objectifs de l'année à venir, et donc chaque fin d'année, je reprends mes objectifs, là j'ai repris tous mes objectifs 2020, et j'ai regardé en fait ce que j'avais atteint, ce que j'avais raté, et j'essaye d'en tirer des leçons, et puis ensuite je fixe les objectifs pour l'année suivante. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super, c'est quelque chose que je fais depuis au moins 5 ans, vraiment sérieusement, et ça m'a énormément aidé pour atteindre mes objectifs, pour mieux me connaître, et pour vraiment tirer le meilleur d'une vie, parce que voilà, on le voit, ça passe quand même relativement vite, et si on a envie d'atteindre son indépendance financière, si on a envie d'être libre, c'est tout de suite, quoi, parce que voilà, quand on a 70 ou 80 ans, ou qu'on arrive à la retraite, alors maintenant la retraite c'est quasiment 70 ans, on est quand même un peu plus vieux, on a moins de temps pour soi, et le temps passe tellement vite, que si on se fixe pas des objectifs pour quitter la rat race, pour être indépendant, même tout simplement pour être plus heureux, hein, pour aller plus tout de suite vers les choses qui sont importantes pour nous, voilà, on peut se retrouver à passer sa vie en fait à ne pas être focus sur les choses importantes. Donc c'est important plus que jamais de se fixer des objectifs en fin d'année.
Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait en fait, hein. J'ai repris mes objectifs de 2020 et j'ai regardé si les objectifs étaient validés, oui ou non. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est souvent la façon dont chez Google ils se fixent les objectifs. Ils utilisent une méthode où ils considèrent un objectif accompli quand il a été atteint entre 70 et 60%, entre 60 et 70%. Si l'objectif il est systématiquement atteint à 100%, c'est qu'au départ, l'objectif n'avait pas été suffisamment ambitieux chez Google. Donc si en fin d'année, j'ai validé tout mon truc à 100%, c'est que je me suis mis la barre trop basse. Et inversement, hein, si on a tout atteint à 30, 40, 50%, c'est que justement c'était peut-être beaucoup trop et trop décourageant. Donc en reprenant ma liste de mes objectifs 2020, je me suis rendu compte que j'avais validé mes objectifs autour de 60%. Donc on est plutôt bien, quoi. On est en fourchette basse, c'est pas trop mal. C'est que les objectifs de 2020 étaient ambitieux, mais voilà, on peut considérer en tout cas l'objectif accompli pour l'année 2020. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, et la façon dont je fais en fait, hein, ça c'est important, après on va parler des leçons que j'en ai tirées cette année, mais pour que vous puissiez le faire, parce que c'est ça qui sera vraiment important, là ça part du principe que je les ai faits l'année dernière et que j'en tire les conséquences, ce qui va me permettre de faire ceux de l'année prochaine. Vous cette année, si vous n'avez pas l'habitude, et je vous encourage vraiment à le faire, on est pile dans la bonne période là, quand vous allez écouter le podcast entre Noël et le jour de l'an, pour faire ça, moi je prends une feuille tout simplement sur l'ordinateur, hein. Je mets 5 catégories. Je mets business, immobilier, finance, le perso et le mindset. Alors par exemple, dans le business, il va y avoir des objectifs de chiffre d'affaires sur mon entreprise, il va y avoir des objectifs vraiment côté business, peut-être des objectifs de vente ou des objectifs de nombre de lotissements à trouver. Voilà ce que je mets. Dans la catégorie immobilier, par exemple, cette année, là, pour 2021, il y a faire construire un immeuble de rapport de 3 logements sur un de nos lotissements. Ça, c'est un de mes objectifs IMO, il y a des arbitrages dedans, il y a l'achat d'un nouveau bien, enfin, il y a pas mal de choses. La catégorie finance, donc là, dans la catégorie, c'est plutôt finance perso, en tout cas, tout ce qui est investissement financier. Donc là, il y a ma stratégie ETF, par exemple, ce que je me fixe pour l'année prochaine. Dans le perso, c'est tous les voyages, par exemple. Cette année, il va y avoir du voyage, il va y avoir pas mal de choses comme ça. Et ensuite, catégorie mindset. Là, on va avoir le temps d'en parler tout au long du podcast. Mais tous les objectifs mindset que je me fixe, par exemple, continuer de méditer entre 10 et 15 minutes chaque matin, ou alors progresser sur certaines choses. Par exemple, pour 2021, je vais devoir progresser dans mon rapport à l'argent sur la peur de manquer, par exemple, puisque j'ai encore des lacunes de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment cool, je trouve, ces 5 catégories. Prends une feuille, tout simplement, hein. Objectif 2021 en haut, business, immobilier, finance, perso et mindset. Et ça permet de définir ces objectifs. Et pour l'année prochaine, vous pourrez en faire le bilan. Et donc voilà, on y arrive, hein. C'est ce que j'ai fait, cette année. Et j'ai retenu du coup 15 leçons en fait. 15 leçons que j'ai appris cette année sur 2021. La toute première leçon, c'est de ne pas se cacher. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui est ressorti de cette année, en fait. Que pendant des années et des années et des années, je me suis caché de vivre mes passions. Et j'avais vraiment tort, parce que voilà, quand on décide de sortir du placard, entre guillemets, quand on décide de dire au grand jour ce qu'on fait, ce qu'on partage, moi, ma passion de l'indépendance financière, ma passion de la liberté, on vit vraiment des choses qui sont folles, en fait. Et c'est ça qui est génial. Pendant des années, je me suis cherché énormément d'excuses, j'étais hyper discret surtout, et du coup, j'étais peut-être moins bien entouré que maintenant, alors que en décidant de vivre au grand jour, en expliquant, en faisant ce podcast par exemple, en parlant de tout ça, d'indépendance financière, de toutes ces choses-là, j'ai vraiment pu rencontrer des gens exceptionnels, et donc du coup, je me suis rendu compte à quel point le dicton « pour vivre heureux, vivons cachés », il n'est pas vrai en fait. Et du coup, je suis même allé fouiller parce que ça m'a un peu titillé. D'où venait ce dicton « pour vivre heureux, vivons cachés ». En fait, c'est la morale de la fable « Le grillon » de Florian. C'est cette fable-là, c'est l'histoire d'un grillon qui se lamente et qui compare son sort à celui d'un papillon magnifique qui parade dans les airs. Et dans la fable, le grillon dit
Dame Nature pour lui fit tout et pour moi rien. Et ensuite, dans la fable, on voit des enfants qui poursuivent le papillon et qui le déchiquetent en plein de petits morceaux, quoi. Enfin, l'horreur. Et le grillon change d'avis et il dit « Oh mon Dieu, dit le grillon, je ne suis plus fâché. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde. Pour vivre heureux, vivons cachés. » Et donc la morale de cette histoire, ce serait soi-disant que votre bonheur il va être menacé si vous avez une vie sociale trop éclatante, si vous montrez trop votre réussite. Alors que moi, ce que j'aime pas là-dedans, en fait, dans ce poème, et ce que je trouve qui est complètement faux, c'est qu'en fait, là, le papillon, il n'est pas en train de faire éclater sa vie sociale au grand jour. Le papillon, il est juste papillon, il est beau parce qu'il est beau, il parade dans les airs, il est juste lui-même. Et c'est là où on voit la vraie différence entre ça dans ce dicton. Si on mène une vie sociale trop éclatante, forcément que si vous utilisez Instagram pour montrer que des choses de luxe, on l'a vu avec des gars de télé-réalité qui se sont fait cambrioler ou des choses comme ça, c'est complètement différent. Mais là, justement, pour cette fable, la morale est pas terrible parce que le papillon, il est juste lui-même en fait. Alors il se fait déchiqueter par des enfants qui sont sûrement jaloux ou envieux en tout cas. Mais le grillon qui lui, il se victimise, il dit que Dame Nature a tout fait pour le papillon et rien pour lui. Donc là, il se met vraiment en position de victime, ce pauvre grillon. Et voilà, il dit qu'il est plus fâché et qu'il en coûte trop cher de briller dans le monde. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ben non, moi je suis pas d'accord. Sans parler de briller, de se mettre en avant ou de se vanter, c'est pas du tout ça. Mais juste de décider d'être soi-même en fait. D'être soi-même et de le dire, d'en parler ou de le partager, ou voilà. Sans aller, on en parlait au début du podcast, avec le retour sur le podcast de la semaine dernière, mais sans aller chercher à convaincre tout le monde, à aller essayer d'expliquer aux autres qu'on a trouvé la bonne façon de vivre. Voilà, moi ce podcast, comment dirais-je, je le prépare, je le propose sur Instagram. Il y a personne qui est forcé de l'écouter, il y a personne qui est forcé de le regarder, Si, sur YouTube, on peut le regarder. Mais en tout cas, il n'y a personne qui est forcé d'écouter ce podcast. Personne n'a le couteau sous la gorge en disant « Je dis pas j'ai la vérité universelle, j'ai tout compris de la vie, écoutez-moi, je suis l'oracle ». Pas du tout, je donne juste mon point de vue sur les choses. Si ça plaît, tant mieux, c'est cool. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Il suffit de passer son chemin et il faut pas aller se faire du mal à l'écouter de force. Surtout pas. Surtout pas. Si vous aimez pas, n'écoutez pas. Ça n'a aucune importance. Mais en tout cas, voilà, juste quand on décide d'être soi-même et de parler de ce qu'on aime et juste de vivre sans se cacher, je pense que c'est là où on peut être vraiment aligné et vivre les meilleures choses, quoi. Moi, je le vois, par le passé, je me suis toujours caché, j'étais discret sur tout. Alors, je mettais ça parce que j'avais des salariés, par exemple. Je trouvais que c'était compliqué d'avoir un podcast où on parle d'indépendance financière et en même temps avoir des salariés. Je pense que j'avais pas complètement tort. À mon avis, c'est un petit peu compliqué aussi. Aujourd'hui, j'ai pas de patron, j'ai pas de salarié, je suis vraiment libre et je peux dire tout ce que je veux et je m'en fous. Et et c'est vraiment très agréable en fait, juste d'être soi-même. Après voilà, la personnalité, elle peut plaire ou elle peut pas plaire. C'est pas grave après tout. Et au moins, les personnes qui m'aiment pas, elles passent leur chemin et je les vois pas. Et les personnes qui m'aiment, elles viennent vers moi. Et voilà, on peut avancer ensemble, on peut grandir, se construire et avancer vers nos objectifs ensemble. Et c'est ça qui est super. Et voilà, en tout cas, une des leçons de 2020, en faisant mes bilans que j'ai vus, c'est de me dire que voilà, depuis que je parle de ce que je fais sur mon podcast et sur Instagram, j'ai vraiment vécu des choses fantastiques. Alors voilà, parfois, certes, il y a un prix à payer à tout ça. Je ne pense pas que ce soit aussi grave que le pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre, il y a eu des haters, mais bon, ça c'est un faible prix à payer, je trouve, par rapport à toutes les bonnes choses que ça m'a apporté. Donc voilà, ma leçon numéro 1 que vous pouvez appliquer, en tout cas celle que moi j'ai compris, je dis pas que j'ai raison, mais en tout cas c'est celle que j'ai compris de cette année, en regardant mes objectifs et en regardant ce que j'avais accompli, c'est voilà, ne pas se cacher, et que vivre heureux, vivons cachés, alors bien entendu, je l'ai dit, ça veut pas dire se vous vanter, ça veut pas dire vous mettre en avant, c'est vraiment le contraire de ça. C'est juste vivez pour vous, soyez vous-même, comme le papillon est lui-même. Alors le pauvre, dans la fable, il se fait déchirer, mais bon... En tout cas, le grillon, il est jaloux, et lui, il se dit combien je vais aimer ma retraite profonde, il sera content. Mais voilà, si le grillon, il a envie de kiffer la médiocrité, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas, en tout cas, vous, que ça vous empêche de
d'être juste un papillon si vous êtes un papillon. Voilà, en tout cas, de vivre pour vous, clairement. Ensuite, la deuxième leçon que j'ai tirée de mon année 2020 en faisant le bilan, c'est que si on veut quelque chose, si on a quelque chose qui nous fait envie dans la vie, il faut aller le chercher. Et il ne faut pas avoir peur de demander. Et je m'en suis rendu compte vraiment cette année parce que, on va encore parler de ce podcast, mais grâce à ce podcast, j'ai pu faire des rencontres incroyables. J'ai rencontré mon super pote Alex du CDR, j'ai pu avoir Édouard Petit, le spécialiste des ETF, j'ai pu rencontrer Caroline Artaud 2 fois cette année, c'était vraiment top. J'ai pu avoir Jean Laval dans le podcast. Jean Laval, où j'ai eu du mal à l'avoir dans le podcast, ça a été long, ça a été compliqué, parce qu'il a un agenda qui est vraiment hyper booké. J'ai rencontré Kylian Morin, le petit malin de Limo. J'ai pu rencontrer Nicolas Popovic, qui m'inspirait énormément. Ça fait des années que j'écoutais son podcast, j'ai même réussi à passer dans son podcast. J'ai fait une rencontre exceptionnelle avec Antoine BM aussi, qui m'a interviewé pour sa chaîne. C'est tout ça, je trouve que quand je le vois bout à bout, en même temps que je prépare ce podcast, je trouve ça assez incroyable en 2020, alors qu'il y a eu le Covid, alors qu'on a été confinés, que j'ai pu faire toutes ces rencontres. Et je me dis que toutes ces rencontres, elles ont pu naître, j'ai rien de plus que les autres, c'est juste que j'ai demandé en fait. Voilà, je leur ai envoyé un mail, j'ai demandé, je leur ai proposé de les mettre en avant, de faire un podcast sympa où on allait parler de liberté. Voilà, faut pas avoir peur de demander. Si vous avez envie de quelque chose, si vous avez envie de faire des investissements immobiliers, que dans votre ville il y a un marchand de biens qui cartonne, envoyez-lui un mail, allez le voir, offrez-lui un resto, payez-lui un café, demandez-lui de discuter avec lui. Vous pouvez peut-être vous faire remballer, mais peut-être aussi que vous allez tomber sur quelqu'un qui sera hyper content de vous transmettre ce qu'il sait, de vous aider. Donc peut-être que vous allez prendre des portes. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais pas faire l'affront de citer les noms des gens qui m'ont mis des portes, mais j'en ai pris dans la gueule. Et c'est pas grave, mais voilà, il y en a plein qui m'ont accueilli. Et c'est ça qui est hyper important. Pour la rencontre avec Antoine, par exemple, c'était vraiment magique parce que j'ai juste reçu un mail où il disait qu'il faisait son tour de France des entrepreneurs libres. Et j'ai juste postulé, envoyé ma candidature comme ça. Et il s'est trouvé que ça a pu se faire en tout cas. On s'est trouvé à Rocamadour. Et pour moi, c'était exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui m'a tellement inspiré, que j'ai tellement écouté ces dernières années, que c'était un moment magique. Et voilà, n'ayez pas peur de demander. Et je me le dis pour moi, en faisant mon bilan pour mes objectifs de 2021, je me suis dit, si tu veux quelque chose, va le chercher, n'aie pas peur. Et continue comme ça en tout cas. Donc voilà, il y a une leçon à retenir si vous voulez vous inspirer de ça, je pense. Si vous avez envie de quelque chose, comme j'ai pris l'exemple du marchand de biens, mais ça peut être n'importe quoi, demandez-le quoi. Même un financement, si c'est trop gros, vous avez une affaire en or, vous savez que jusqu'à 200 000 euros ça passe et que celle-là elle fait 500 000, essayez. Si elle est vraiment en or l'affaire, demandez à un associé, mais voilà, demandez, n'ayez pas peur de demander et vous serez sûrement récompensé. La troisième chose que j'ai vue, c'est la troisième leçon que j'ai eue, c'est de rester collé au plan coûte que coûte, mais pas trop. Là, je vous aide pas trop. Mais en gros, j'ai vu ça pour la bourse, justement, puisque j'avais ma stratégie boursière sur mes objectifs de 2020, où je devais rester collé à cette stratégie boursière, c'est-à-dire, c'est une stratégie sur les ETF. Je fais ma petite pub quand même. Pour tous ceux qui sont intéressés sur comment investir en ETF, j'ai fait une petite formation en ligne. Yann, il n'aime pas quand je dis petit, c'est pas une petite formation, c'est une vraie formation en ligne qui dure 1h30, qui vous explique vraiment tout l'essentiel. Elle est vendue seulement 79 €, ce qui est à peu près le montant des primes de parrainage quand vous ouvrez un PEA. Donc ça vous rembourse la formation. C'est vraiment l'essentiel pour démarrer en bourse quand on démarre de zéro, en fait, quand on connaît rien, mais qu'on veut réussir. Moi, c'est vraiment la stratégie que j'utilise, c'est quand même une grosse stratégie. Je dois avoir pas loin de 15% de mon patrimoine qui est placé comme ça, donc c'est quand même costaud, et c'est très intéressant. Et voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez sur mon Insta, @unevie-de-liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio, et vous avez toutes les infos. Je reviens sur le podcast. Donc voilà, et j'ai ma stratégie ETF qui est d'investir tout simplement le même montant tous les 5 du mois. Et justement, cette stratégie, je me disais, quand est-ce qu'elle va être éprouvée? Elle le sera le jour où la bourse va enregistrer une grosse chute. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année au mois de mars? Eh bien, la bourse s'est cassée la figure.
elle a perdu plus de 38%, hein, la bourse mondiale. Et voilà, je suis resté collé au plan. J'ai réussi à investir tous les 5 du mois, comme si de rien n'était, alors que tous les médias, d'ailleurs là il y a aussi une leçon, hein, n'écoutez pas les médias, mais tous les médias nous disaient que c'était la fin du monde, que c'était un nouveau paradigme, qu'il y aurait un nouveau monde, que la finance était morte et ainsi de suite. J'ai pas écouté, j'ai continué à me coller au plan et à investir, et ça a vraiment payé, puisque en fin d'année, je crois que la bourse aura fait 0%, et moi, grâce à cette stratégie, je pense que j'ai fait 12%, je crois, sur les ETF, sur la stratégie ETF. Alors quand on compare à l'immobilier, même très rentable, 12% net, et surtout complètement passif, je trouve que c'est assez énorme, surtout une année où on a eu le Covid. Donc c'est une stratégie qui a fait ses preuves. Alors j'ai dit, la leçon que j'en ai retenue pour 2021, c'est rester collé au plan coûte que coûte. Voilà, quand on a un plan, on reste collé au plan. J'ai dit quand même, mais pas trop, parce que voilà, quand il y a eu une baisse de 38%, j'ai continué d'investir la même somme tous les mois, mais j'aurais pu investir encore beaucoup plus. Quand ça a baissé de 38%, c'était une opportunité exceptionnelle pour rentrer. Et avec le recul, j'aurais dû mettre beaucoup plus d'argent au moment où c'était très très bas. Mais voilà, c'est mieux que rien en tout cas de rester collé au plan. Et je pense que voilà, sur ma stratégie ETF, et d'ailleurs c'est dans la formation, hein, le jour où il se passe quelque chose comme ça, il y a un petit peu des barèmes pour remettre un peu plus. Et voilà, mais bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, voilà, je suis content quand même d'avoir tenu bon dans la stratégie. Ça a vraiment payé. J'aurais pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. La quatrième leçon que j'ai retenue de cette année, c'est que investir, parfois, c'est pas très excitant, quoi. Voilà. Parce qu'il y a eu quand même des temps morts, il y a eu des moments où la bourse n'a pas beaucoup bougé. Il y a eu des moments, notamment pendant le Covid, hein, où voilà, on a l'immobilier qui investit, on a le loyer qui rentre. Tout ça est vraiment très chouette, mais pas très excitant non plus, quoi. Voilà, les choses prennent du temps, notamment toute ma partie sur AB Invest, les lotissements. Avec la crise Covid, les traitements des dossiers par les notaires, tout a pris du temps, tout était long. Alors j'aurai encore le temps d'en parler un peu plus tard dans le podcast. Mais voilà, et justement, parfois investir, c'est vraiment viser le long terme. Et au quotidien, il se passe pas grand-chose. C'est long, on est parfois excité, mais bon, c'est souvent long. Et c'est la leçon que j'en ai retenue en tout cas. Et j'ai justement vu une situation d'un économiste qui est Paul Samuelson. Alors paix à son âme, ça fait longtemps qu'il a plus mal aux dents, le pauvre vieux. Mais Paul Samuelson qui disait « Investir devrait plus ressembler à regarder la peinture sécher ou l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez 800$ et jouez au casino. » Et c'est un peu ça, quoi, voilà. Donc c'est la leçon que j'en ai retenue de cette année, c'est que parfois, faut juste prendre son mal en patience, vaut mieux aller prendre son VTT et aller dans les bois, ou aller faire une promenade avec son chien, que essayer à tout prix de détecter des opportunités d'achat-revente. Quand il se passe rien, il se passe juste rien, et parfois investir n'est pas très excitant, c'est un peu long. Voilà. La cinquième chose que j'ai vue cette année, c'est ne pas avoir peur d'essayer. Voilà. Ça, c'est une belle leçon qui est importante. Un petit peu dans la même veine que si vous voulez quelque chose, allez le chercher. N'ayez pas peur d'essayer. Voilà. Si vous avez envie de faire des choses, essayez-les, quoi, tout simplement. Croyez en vous, rendez les choses réelles. Alors là, ça fait un peu vraiment gourou du dev perso, mais c'est pas le cas. Je vais aller plus loin, mais on avait envie de créer un séminaire avec mon associé Benjamin et mon pote Yann, hein, Yalfa Imo, que vous connaissez bien, pour tous ceux qui écoutent notre deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs. On avait envie de faire un séminaire et on s'est dit, on va déjà voir si on vend des tickets. Donc on a fait une petite vidéo promo, enfin Yann a fait une petite vidéo promo qu'on a fait tourner sur nos Instagram. Moi j'ai créé une petite boutique billets web et on s'est rendu compte qu'on vendait les places. Et quand on a vendu les places, qu'on a vu qu'on avait au moins 20 places de vendues, c'est parti assez vite, on s'est dit, voilà, allez, c'est super, on commence d'organiser vraiment le séminaire. Et il a eu lieu le 14 mars, si je dis pas de bêtises, de cette année, donc de 2020, juste avant le Covid, et c'était génial. Dans la même veine, quand on a monté le podcast des Gentlemen Investisseurs, donc mon deuxième podcast qui parle vraiment d'investissement, immobilier, mais pas que, on avait vraiment envie de faire un concept qui s'appelle « J'irai investir chez vous ». Et on s'est dit, ça pourrait être génial de faire un peu comme
Antoine de Maximi qui faisait J'irai dormir chez vous, qui partait, ben, on irait chez des investisseurs, chez des gens qui sont sur le chemin de l'indépendance financière, pendant 2 jours, les coacher. Et en fait, on en a tout simplement parlé dans le podcast, et on a eu les premières personnes, et aujourd'hui, ça cartonne, puisqu'on est plein jusqu'à septembre 2021 maintenant. On en fait un par mois, et c'est top. Et voilà, donc quand on a envie de faire quelque chose, plutôt que de garder ça en vœu pieux, faut tout de suite essayer de le réaliser. C'est la leçon que j'ai retenue de cette année, parce que ça peut rater, et il y a eu plein de choses cette année que j'ai voulu faire, et qui ont tout simplement raté, qui n'ont pas marché. Je cherchais par exemple un immeuble de rapport dans l'ancien, et j'ai cherché pendant des mois et des mois sans trouver, et au bout d'un moment ça me gonflait, et finalement on a décidé de faire un investissement en location courte durée, avec mon associé Ben, et là ça a marché tout de suite. Donc voilà, quand il y a quelque chose qu'on veut faire, quand vous voulez faire quelque chose, essayez de trouver, puis si vous voyez que ça marche pas, vous pivotez, vous faites autre chose, c'est ça qui est important. Et pareil, pour le week-end wakeboard et IMO, qui a eu un succès fou, où on n'en revenait pas, on a vendu 26 places en 1 minute, c'était totalement incroyable. Alors pour tous les gens qui me demandent d'ailleurs, on va attendre de voir comment évolue le Covid, mais on mettra sûrement en vente une deuxième date, 15 jours après, mais j'aurai vraiment le temps de vous en reparler, ne vous inquiétez pas. Donc la leçon que j'ai retenue pour moi, en tout cas pour 2021, c'est quand j'ai fait mes nouveaux objectifs pour cette année à venir, il y avait des choses qui me faisaient un peu peur, mais je me suis dit je les marque quand même et j'ai pas peur d'essayer, voilà. J'ai pas peur d'essayer, on essaye et on voit. Donc la 6e chose que j'ai vue, que j'ai tiré comme leçon de cette année, c'est que prendre des risques, ça paye. Alors, je pèse mes mots, n'allez pas faire n'importe quoi, mais prendre des risques, ça paye. Donc, et ça, je l'ai vu dans le fait, tout simplement, d'avoir changé de vie, quitté mon ancien boulot, démarrer une société d'aménagement foncier, de marchand de biens de zéro. Et quand on met de l'énergie dedans, quand on passe son temps, quand on développe son réseau, ça fonctionne, puisque l'année dernière, on a sorti déjà 2 lotissements, malgré le Covid, malgré les temps morts qu'il y a eu. On en a un autre qui attaque au mois de janvier, et on en a d'autres en préparation, voilà. Donc je peux pas trop parler pour l'instant, mais en tout cas c'est passionnant, et ça vaut le coup de prendre des risques. Pareil, on a sorti un lotissement en LCD, donc en Airbnb, comme on appelle communément, en location courte durée, pendant le confinement. Ce qui aurait pu être complètement fou, on aurait pu se rabattre sur de la location meublée à l'année, mais on s'est dit non, on continue, on y va. Et voilà, pour un crédit à 395 € par mois, on a fait en moyenne 900 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui est tout bonnement énorme, c'est top. Donc ça vaut le coup de prendre des risques, ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Pareil, on le voit, on est en plein bull run sur le Bitcoin, et on avait du temps pour investir, on a eu 4 ans de marché morose, où je suis content d'avoir acheté régulièrement. Et on le voit que aujourd'hui, alors on ne sait pas jusqu'à quand ça va monter, je pèse mes mots quand je dis ça. Mais en tout cas, je me suis rendu compte en faisant mon bilan que les risques que j'avais pris avaient payé. Alors bien entendu, je pèse mes mots, ces risques-là, il faut les prendre avec une partie mesurée de son portefeuille, en tout cas pour le Bitcoin, avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais voilà, sur un patrimoine, pourquoi pas avoir 1, 2, 3, 4, 5% de crypto-monnaie. C'est vraiment... Faut pas baser sa stratégie patrimoniale sur de la crypto-monnaie, mais vous pouvez faire exploser votre patrimoine avec un peu de crypto, avec 3-4% de crypto, ça peut être excellent. Donc en tout cas, à titre personnel, quand j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte que les risques que j'avais pris avaient vraiment payé. La performance était significative en tout cas. Donc voilà. La 7e leçon que j'ai tirée cette année, c'est sur la patience. Tant que c'est pas vendu en immobilier. Et voilà, puisque je suis en train d'arbitrer une partie de mon patrimoine, un de mes biens, pour un compromis qui a été signé en début d'année 2020, et aujourd'hui une vente qui n'est pas passée, avec des compromis qui ont traîné à cause du Covid, des banques qui ont traîné à cause du Covid, et voilà, des délais qui s'allongent et qui s'allongent et qui s'allongent. Et donc si vous comptez par exemple sur le fruit d'une vente immobilière pour faire un autre projet, soyez prudent en tout cas, parce que tant que c'est pas vendu, c'est pas vendu. Tant que vous n'avez pas l'argent sur votre compte, c'est toujours pas vendu. Donc ça, c'est une leçon que j'ai retenue, je le savais en tout cas.
Mais j'avais quand même bon espoir que ça aille plus vite, même si je savais que quand voilà, c'est des montages en SCI, dès que c'est en SCI, c'est beaucoup plus long. Je savais que ça prendrait du temps, et voilà, j'en ai encore eu la démonstration cette année. Une autre leçon importante que j'ai eue cette année, ça sera la 8e là, de ce podcast, c'est attention aux émotions avec le business. Et ça, je l'ai appris cette année, je le savais, mais j'ai pu le vivre en tout cas, où je fais toujours très attention de dissocier le business et la partie émotionnelle. Je trouve que c'est vraiment important d'y faire attention. Et là, j'ai un de mes biens, en tout cas un bien de famille, que j'ai mis en LCD. Et donc pour ce bien, j'ai une énorme attache affective, et on va dire qu'à 95% du temps, ça s'est très bien passé dans cette LCD, mais j'ai eu dans l'année quelques soucis, notamment de bruit, et un petit peu de casse, et ça a été très très difficile à vivre, parce que j'avais une énorme attache affective avec ce bien, jusqu'à même prendre la décision, tout simplement de beaucoup moins le louer, et aller essayer de choper de la rentabilité sur d'autres biens, parce que je me faisais plus de mal que de bien. Et donc c'est quelque chose que j'ai une leçon en tout cas que j'ai retenue, de faire vraiment attention avec les émotions et le business. Souvent ça fait pas bon ménage, et on le dit dans le business is business. Avec tous mes autres biens immobiliers, j'ai pas d'attache, affective. S'il faut arbitrer, faut arbitrer. S'il faut vendre, faut vendre. Et on s'en fiche, quoi. Mais avec certains, c'est beaucoup plus difficile, ce qui peut être le cas avec une résidence principale, par exemple, où on peut avoir vraiment beaucoup d'émotions. C'est ce qui arrive aussi notamment dans les héritages. Si vous héritez d'un bien immobilier qui a appartenu à votre famille, il peut vous coûter une fortune, ça peut être très dur de le vendre, et voilà, donc ça génère beaucoup d'émotions, et souvent c'est compliqué. Donc c'est important de le savoir, et de pouvoir anticiper en tout cas, et s'il y a trop d'émotions, justement pouvoir prendre des décisions pour que ça pour que vous arriviez à mieux le vivre en tout cas. Donc ça, c'est une des leçons que j'ai appris cette année, faire très très attention avec le business et les émotions. J'ai parlé un peu d'arbitrage, ça c'est une leçon que j'ai appris cette année, ça sera ma 9e leçon justement, c'est la puissance de l'arbitrage. Ça c'est vraiment très important. Dans ma stratégie, c'est que quand on arbitre un bien immobilier, quand on arbitre une partie de son patrimoine, alors notamment en tout cas ici de l'immobilier, c'est vraiment, ça propulse le patrimoine, ça permet vraiment de reprendre de l'élan. On a toujours tendance à se dire, si j'achète un bien immobilier, je le mets en location, je vais payer pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, il sera à moi, j'aurai les loyers en plein, ce sera génial. Mais en fait, la vérité, c'est que si vous avez fait une très bonne affaire à l'achat, que vous avez apporté beaucoup de plus-value au bien, vous le louez, il est rentable, vous avez déjà du cash flow au moment où vous commencez à le mettre en location, mais quand vous l'avez amorti au bout de 7 ans, souvent vous avez une plus-value latente, souvent si vous avez une super renta, vous pouvez peut-être le vendre avec une renta, un investisseur qui acceptera une rentabilité un peu plus faible. Et là, certes, vous allez vous séparer d'un bien, certes, vous allez vous séparer d'un peu de cash flow, mais vous allez pouvoir faire entrer une énorme plus-value que vous pouvez investir peut-être pour partie dans la bourse, par exemple, peut-être pour une autre partie dans un autre bien immobilier en apport, peut-être monter en gamme aussi, parce que parfois on commence sur des biens, vraiment des biens à cash flow, dans des quartiers peut-être un peu moins sympas, où on a des grosses rentas. Mais une fois que vous avancez dans votre patrimoine, vous voulez plus de tranquillité, vous voulez peut-être monter aussi en gamme de locataires, par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez réinvestir une partie de la plus-value en apport, ce qui fait que par rapport au crédit, vous serez rentable en tout cas, et ça sera intéressant, mais vous serez dans un meilleur quartier, vous pourrez peut-être avoir une meilleure plus-value, et l'investissement sera beaucoup plus passif, c'est un bien que vous pourrez mettre en agence, où il y a peu de turnover. Ça peut être vraiment très intéressant, et c'est ce que j'ai appris cette année, en tout cas, en arbitrant un de mes biens, c'est à quel point l'arbitrage peut être puissant dans une stratégie, vraiment. Ensuite, la 10e chose que j'ai appris, c'est que la liberté ne coûte pas très cher, en vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cette année, j'ai pu faire beaucoup de voyages parce que j'avais du temps, parce que j'étais libre, parce que j'ai pas de salarié, j'ai pas de patron, du coup je peux travailler à distance aussi,
Et voilà, j'ai pu prendre pas mal de vacances, beaucoup hors vacances scolaires. Et je me suis vraiment rendu compte que la liberté, c'était bien plus une question de temps que d'argent. Parce qu'au final, quand on voyage, bon, ce qui va coûter, c'est l'hébergement. Mais que quand vous restez chez vous, bah, vous avez besoin de vous nourrir, vous vous nourrissez aussi quand vous êtes en voyage. Quand vous êtes chez vous, vous avez besoin de vous vous déplacez aussi en voyage. Vraiment, la dépense qui va être en plus, ça va être l'hébergement. Il y a un peu des visites aussi, mais si vous voyagez hors vacances scolaires, ben voilà, je me suis rendu compte en tout cas que la liberté ne coûte pas cher, quoi. Vraiment. Et ça, c'était vraiment puissant. J'ai pu voyager en van, j'ai pu partir à la montagne, j'ai fait énormément de choses. Et dès qu'on ne le fait plus en même temps que la plupart des gens, bah tout de suite, ça dégage, c'est beaucoup, beaucoup moins cher en tout cas. La 11e chose que j'ai pu voir cette année, c'est à quel point la visualisation est importante. Et ça, bah, c'est tout l'objet de ce podcast aussi, l'importance d'écrire ses objectifs, l'importance de décrire sa journée idéale. Et ça, je l'ai vu puisque bah, en préparant mes objectifs, j'ai revu la journée idéale que je voulais vivre, que j'avais écrit il y a plus de 3 ans. J'avais dû écrire ça fin 2017, je crois. Et j'étais surpris à quel point ce texte correspond à mes journées d'aujourd'hui. Il est juste à quasiment 85%, c'était fou. Donc bah, prenez le temps de faire ce genre d'exercice de visualisation, écrire votre journée idéale, la décrire, la lire assez souvent, vous pouvez l'afficher dans votre bureau, vous pouvez l'afficher sur votre frigo par exemple, et prendre le temps de la lire, et à quel point, bah, si vous lisez ça, vous le vivez avec émotion, avec vraiment une grande implication émotionnelle, bah, les choses se réalisent, quoi. Et bah, j'en ai eu la preuve pas plus tard qu'hier en repréparant ce podcast, en relisant ce texte de ma journée idéale que j'avais écrit il y a 3 ans maintenant, et à quel point ça s'est réalisé, quoi. Donc c'est fou, donc voilà, bah, l'importance de la visualisation plus que jamais. Continuez de rêver grand, ne vous mettez pas de limites, c'est important. Et aussi, bah, pour aider ça, l'importance de la méditation. Et ça, je l'ai vu pendant le confinement, le premier mois de confinement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté de méditer pendant un petit mois, et je me suis rendu compte à quel point j'étais plus stressé, et à quel point c'était pas bon pour moi. Donc j'ai vite repris les bonnes habitudes de la méditation. Et voilà, je ne vais pas vous refaire tous les bienfaits de la méditation, mais ça permet de mieux se connaître, ça permet de se poser, ça permet de vraiment se connecter avec ce qui est important au fond de soi. Et quand on veut définir ses objectifs, bah, c'est génial parce que ils viennent vraiment du fond du cœur, en tout cas. La 12e chose que j'ai appris cette année, c'est qu'il vaut mieux déléguer les petites tâches. Et ça, j'avais du mal à le faire. Notamment, j'ai déménagé puisque là, je suis en location, je vais repartir dans 2 mois. J'étais entre 2 résidences principales, en fait. Et on va en parler encore un petit peu tout à l'heure. Mais du coup, j'avais une femme de ménage avant que j'ai arrêté. Et la femme de ménage venait 2 heures par semaine. Donc 4 semaines et demie par mois. Ça faisait 9 heures, si je dis pas de bêtises, et je la payais 20 euros de l'heure. Donc ça faisait 180 euros. La moitié était déductible d'impôts. Donc au final, ça me coûtait à peine 90 euros, je crois. Et j'avais toujours une maison propre et inspirante. Et là, bah, comme j'ai déménagé, j'étais en loc, je me suis dit, je ne vais pas reprendre de femme de ménage. Et en fait, bah, souvent, je me retrouvais, parfois au moment d'enregistrer le podcast, où bah, ça me gonflait d'être dans une maison qui n'avait pas été nettoyée, où je passais 1 heure à faire du ménage. Et je le vois passer régulièrement du temps à faire du ménage. C'est pas terrible, c'est pas du temps très bien employé. Vaut mieux profiter de ce temps-là, bah, soit pour faire des recherches d'immobilier sur le Bon Coin, soit pour se former, soit pour profiter. Et en plus, bah, ça permet aussi de faire travailler des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire du ménage, de faire des travaux. Ben voilà, les employés, ça permet vraiment de les aider, de les faire travailler. En plus, c'est encouragé par l'État puisque c'est déductible. Donc, c'est une économie dont je ne me priverai pas pour l'année prochaine quand je vais rentrer dans ma nouvelle RP, enfin voilà, dans 2 mois maintenant, de reprendre une femme de ménage pour me dégager du temps. Et c'est 90 euros par mois, vraiment très bien investi, puisqu'on a une maison propre, inspirante, on perd moins de temps, on fait quelque chose de bien, en faisant travailler des gens, et voilà, donc je trouve que c'est vraiment important. J'ai vu aussi ça, puisque dans ma nouvelle RP, je fais une partie de mes travaux tout seul, et je me suis amusé à calculer ce que ça me coûtait, voilà, si j'avais pris un artisan pour faire ces travaux-là au lieu de les faire moi, et clairement, même si c'est pour ma RP, j'ai voulu faire ça parce que
Je le fais jamais pour les investissements locatifs, je délègue vraiment beaucoup de travaux, hormis les démolitions. Mais là, j'ai voulu en faire une grosse partie, une bonne partie tout seul. Et comment dire, c'est de l'argent mal investi. J'aurais mieux fait de passer du temps sur des projets immobiliers. Au final, le ratio aurait été meilleur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Et je pense que pour l'année prochaine, je ferai différemment. Pareil, j'ai une partie qui a été faite par des auto-entrepreneurs, donc ils ne fournissaient pas les matériaux, et je me suis retrouvé à faire beaucoup de voyages à Leroy Merlin, au lieu d'enregistrer des podcasts, par exemple. Donc c'est du temps, je pense, qui est assez mal employé pour moi, en tout cas. Et c'est une des leçons que je retiendrai pour l'année prochaine. La 13e chose que j'ai vue, c'est l'importance de la santé. Donc voilà, de faire du sport, même pendant le confinement. À quel point c'est quelque chose d'important, je m'en suis rendu compte cette année. Surtout cette année, puisque en 2019, je venais juste de reprendre le sport, fin 2019, après 3 années d'arrêt dû à des hernies cervicales qui m'avaient vraiment empêché de faire de la musculation. C'était vraiment mon sport de prédilection. Avant, voilà, je faisais beaucoup de muscu, j'adorais ça. Et j'ai découvert le CrossFit fin 2019, et donc ça fait 1 an et demi que je pratique. Et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien, à quel point j'étais moins fatigué, à quel point bouger c'est important et ça fait du bien partout. Pareil, alors je parle de ce sport-là, mais c'est valable, je pense, pour plein de sports, hein, que ce soit pour la boxe, même pour le badminton, hein, même si j'en fais pas, mais je prends ça comment dire, l'exemple avec sympathie, parce qu'on peut dire oh le badminton, mais j'ai des copains qui font du badminton et c'est aussi assez violent. Mais voilà, en tout cas, quand on est déterminé dans un sport, quand on a l'habitude de se dépasser, c'est beaucoup plus facile de se dépasser après dans les affaires, ou même mentalement, quand vous avez un coup dur, quand vous avez l'habitude de vous dépasser dans le sport, ça se transpose dans la vie. Et voilà, c'est une des leçons que j'ai retenues, c'est à quel point j'ai été bien mieux dans ma peau en 2020, depuis que j'ai repris le sport par rapport à l'année d'avant. Et même pendant le confinement, on a la chance d'avoir un coach de CrossFit, John, si tu m'écoutes, dédicace, qui nous a fait des super visios pendant le confinement, et encore aujourd'hui, hein, là je m'entraîne encore en visio parce que les salles sont fermées, et à quel point maintenir ce lien et continuer de bouger, même si on est confiné, ça fait vraiment du bien. Voilà, la 14e leçon que j'ai retenue, l'avant-dernière, c'est qu'on peut acheter sa résidence principale en faisant une bonne affaire. C'est ce que j'ai fait cette année, c'est ce que je prône aussi beaucoup, puisque on le sait, hein, on en parle souvent dans ce podcast, pour Robert Kiyosaki et pour beaucoup de gens, la résidence principale est un passif et pas un actif. Alors moi, je ne serais pas aussi catégorique. Je dirais que c'est une réserve de valeur si on n'a pas trop d'attache émotionnelle avec ce bien. Et là, on en revient un petit peu à mon point numéro 8 de tout à l'heure. C'est que si on est très attaché émotionnellement avec sa résidence principale, effectivement, c'est un passif. Mais si vous l'achetez bien, si vous faites des travaux, par exemple, pour avoir du levier, pour dégager une plus-value, voilà, moi aujourd'hui, cette résidence principale que j'ai achetée, le crédit que j'ai à la banque plus l'apport que j'ai mis est bien inférieur à la valeur sur le marché de la maison. Je sais que si demain j'ai besoin de la revendre, c'est un bien qui sera liquide, qui partira vite et qui partira bien plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc il est possible d'acheter sa résidence principale en faisant une bonne affaire, c'est sûr. Donc c'est ce que j'ai vu cette année, j'avais envie de le faire depuis longtemps. Mon associé sur AB Invest, Ben, l'a fait aussi. Donc voilà, il est possible d'acheter sa résidence principale, de faire une bonne affaire, d'avoir une réserve de valeur pour la suite. Et c'est une de mes leçons de 2020. Et la dernière que j'ai retenue, et je pense qu'elle pourra aussi aider beaucoup de gens, c'est la 15e leçon. C'est à quel point m'isoler pour faire les choses importantes pour moi a pu me faire du bien et a pu me permettre de réaliser des choses importantes. Que ce soit pour enregistrer ces podcasts, par exemple, qui sont importants pour moi, puisque j'ai envie de transmettre, j'ai vraiment à cœur d'aider les investisseurs à vivre leur meilleure vie, comme disent les jeunes. Donc voilà, et si on a envie de réussir ça, on n'a pas le choix parfois que de prendre du recul et de s'isoler, et vraiment de prendre du temps pour soi. J'ai eu l'opportunité cette année de faire un podcast avec Luc Fauché, qui fait le podcast Minimali, et aussi avec Jérôme Rubin qui est investisseur et qui se spécialise dans la bourse, et qui a aussi une chaîne YouTube qui est vraiment très intéressante. Jérôme et Luc, ils sont toujours salariés, et ils prennent du temps
sur leur temps perso pour le faire. Luc, il enregistre ses podcasts à 21h30 quand tout le monde est couché. Jérôme, il le fait pendant le temps de midi au boulot. Et j'ai trouvé que c'était très inspirant de voir que on peut être engagé dans sa vie, avec sa famille, puisqu'ils ont tous les deux des petits-enfants, avec encore un boulot, mais quand on a envie de travailler pour son indépendance, quand on a envie de construire son rêve et d'avancer vraiment vers ce qui nous passionne, on n'a pas le choix que de prendre du temps sur son temps perso, et une des meilleures façons de faire ça, si on veut que ça dure pas trop longtemps, c'est de s'isoler. C'est faire vraiment du deep work. On part 2 heures, on dit à sa famille pendant 2 heures, je suis désolé, je serai pas disponible. Et pendant 2 heures, on coupe le téléphone, on coupe les notifications, on se met à fond, on enregistre un podcast, on bosse sur sa vidéo YouTube. Et à quel point s'isoler, ça peut permettre vraiment de faire en peu de temps des choses très importantes pour soi. Moi, je l'ai même vu pour faire les formations, quand j'ai tourné la formation à la boîte à outils du marchand de biens en division foncière. On est parti avec mon associé 4 jours dans le sud, où on a pris un Airbnb, on s'est fermé pendant 4 jours et on a bossé à fond sur la formation. On est revenu dans nos familles. Certes, ils ne nous avaient pas vus de 4 jours, mais on est revenu, le produit, il était fait, il était fini. Alors que si on reste dans le quotidien, c'est des choses qui peuvent prendre des mois et des mois. Pareil, quand j'ai tourné la formation ETF, j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de temps, j'ai pu le faire quand mes enfants étaient à l'école, par exemple, mais je l'ai tourné en 3 jours. Alors je suis assez spécialiste du sujet, je l'avais beaucoup potassé, mais en s'isolant vraiment et en passant du temps vraiment focus sur les choses, ça peut permettre de vraiment avancer sur ces projets-là. Donc si vous rêvez d'avancer dans l'immobilier, de vous former sur la bourse, expliquez à votre famille que vous allez avoir besoin de temps en temps, régulièrement, de 2 heures pour vous. Vous vous fermez, vous vous isolez et vous faites ce cadeau de pouvoir avancer sur ces projets-là. Et aussi l'importance d'être régulier là-dedans. Voilà, ce podcast, ça fait, je crois que c'est le 69e ou 70e épisode, celui-ci, où tous les lundis à 10h, depuis maintenant 1 an et demi presque, il y a eu un podcast d'une vie de liberté qui est sorti. Et à quel point c'est important d'être régulier. De se dire aujourd'hui, moi, coûte que coûte, de toute façon, content, pas content, fatigué, pas fatigué, enrhumé, pas enrhumé, le lundi à 10h, il y a un podcast qui sort, inspiré, pas inspiré, j'ai envie de dire, parce que cette année, il y a eu des fois où j'étais moins inspiré que d'autres, et malgré tout, en se fixant vraiment une deadline, 1 heure, là c'est le lundi, 10h, point barre, et les choses se font, mine de rien. Et quoi qu'il me soit arrivé, puisqu'il y a eu des semaines où malgré tout, j'ai eu beaucoup de travail, des semaines plus cool, mais des semaines vraiment hyper chargées, il y a toujours eu un podcast qui est sorti. Donc, une des leçons que j'ai apprises cette année, c'est de me dire, sois régulier, fixe-toi des deadlines, et elles seront respectées, quoi. Voilà, donc voilà toutes les leçons que j'ai retenues de mon année pour fixer mes objectifs pour 2021. Donc si vous avez envie de le faire, vous pouvez prendre une feuille, 5 catégories, business, immobilier, finance, perso, mindset. Ne vous limitez pas à ça, si vous avez encore d'autres choses à marquer, n'hésitez pas. Mais je vous encourage vivement entre Noël et le jour de l'an, là, pendant ces quelques jours. En tout cas, avant qu'on passe le premier de l'an, c'est important que ce soit fait avant. Mais de mettre vos objectifs pour 2021 noir sur blanc, les afficher chez vous, dans votre bureau, sur votre frigo, dans votre salle de bain, sur le miroir. Si vous voulez avancer, c'est plus que primordial, je pense. En tout cas, écoutez, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite un bon réveillon, je vous souhaite de bien finir l'année 2020. Voilà, on espère que celle-ci, on la laissera quand même derrière nous et qu'en 2021, ça sera un peu plus cool, surtout un peu plus libre, parce que quand même, sur une vie de liberté, c'est ça le plus important. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.